En attendant, je vous propose de nous réchauffer puisque nous partons au Mexique dans le sillage d'une sirène. L'histoire se passe au Mexique, dans le Yucatan, la terre sacrée des Mayas. Leur village était souvent construit à proximité de ces puits naturels d'eau douce, les cénotes. Dans ces galeries qui traversent le sous-sol du Yucatan, sur plusieurs centaines de kilomètres, Aurore Asso va tenter de battre un record, celui de la plus longue distance nagée en apnée dans une grotte souterraine. Les cénotes, c'est un environnement tellement différent de la mer. J'y plonge depuis plus de 3 ans, mais avec ce record, j'avais envie de partager leur beauté, leur complexité, leur fragilité. Sur place, le premier contact d'Aurore dans la préparation de son record, c'est Luis Leal. Bonjour Luis, comment vas-tu? Bien. L'homme des cénotes. Ça va? Oui, merci. Je suis vraiment contente de te voir parce que l'endroit que tu m'as montré la dernière fois, franchement, j'ai eu un peu peur. J'avais pas beaucoup de place avec la monopale, mais je veux vraiment pouvoir nager sans toucher les parois de la grotte. Il y a un endroit que je veux te montrer. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, en plus cet endroit est vraiment très particulier. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le cénote profond. C'est un cénote très représentatif d'ici. Il est relié à un système en cours d'exploration qui descend à plus de 100 mètres de profondeur. 100 mètres? En plus, c'est un cénote où l'on a trouvé des vestiges préhistoriques et mayas à l'entrée. Il y a un squelette de cet animal. Lequel? Un paresseux. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Je peux le voir? Oui, bien sûr que tu peux le voir. Bon allez, on va tout préparer pour aller plonger. Ok. On y va. Avocat, Luis Leal est devenu par passion instructeur de plongée en spéléologie. Il a répertorié et cartographié des dizaines de cénotes. Alors, il est l'homme de la situation. Sa mission, trouver le cénote dans lequel Aurore pourra faire sa tentative de record en toute sécurité. C'est ici? Oui, je pense que c'est le meilleur endroit pour ton projet. Est-ce que tu peux me donner une idée du parcours à l'intérieur de la grotte? C'est un grand cylindre. Enfin non, pas exactement. Un cylindre plutôt un parallélogramme. Comme ça? Et l'idée, c'est d'en faire le tour. Exactement. Tu sais, pour le record, seule la distance horizontale compte. Mais je vais devoir descendre à quelle profondeur pour commencer mon parcours? Pour s'adapter à la configuration de la grotte, la profondeur que j'ai choisie pour ton parcours va se situer entre 12 et 15 mètres. Donc ce ne sont pas de grosses variations. C'est pour éviter les stalactites au-dessus? On est loin des stalactites. Il n'y aura pas de risque ni pour toi, ni pour la grotte. Et en plus, je vais me débrouiller pour installer le fil d'Ariane loin de la paroi verticale. Il y a 18 000 ans, en pleine période glaciaire, le niveau de la mer était 110 mètres au-dessous de l'actuel. À l'époque, ces grottes, à l'air libre, étaient un abri pour les premiers habitants du Yucatan, comme pour ce paresseux géant. L'entraînement se poursuit.
Luis déroule maintenant le fil d'Ariane pour le repérage de la trajectoire du record. L'idée, avec son record, c'est de faire entendre notre appel au secours. Faire comprendre aux gens qu'on doit faire plus attention à l'environnement qu'on a la chance d'avoir ici. Leur montrer que ces lieux sont tellement importants, tellement uniques, qu'ils devraient être protégés de façon internationale. C'est donc dans ce cénote que la tentative de record se déroulera. Dernier entraînement. Julien, instructeur d'apnée et de plongée souterraine, accompagne Aurore. Là, on va aller s'entraîner un petit peu dans cénoté Elpit. J'ai posé la ligne qui va servir de référence visuelle pour le parcours. La palme de la championne. La ligne de la championne. Pour moi, cette corde, c'est ma meilleure amie, parce que c'est celle que je suis dans l'eau. Et en fait, quand je suis dans l'eau, j'ai la tête rentrée et les bras comme ça, et je regarde rien dans la grotte. Donc je me concentre sur suivre la ligne. En fait, c'est l'équivalent de la ligne d'eau dans la piscine. Sauf que là, c'est en milieu naturel et c'est dans une grotte. Ah voilà, ça y est, on y est. Nickel. Le pit, il y a une trentaine de mètres. Donc ça, c'est possible à faire parce que c'est la partie ouverte du cénote. Donc c'est pas dangereux d'un point de vue enfermement, stalactite, tout ça. Lumière, il y a de la lumière aussi. En revanche, la partie qui est sous grotte, donc sous le toit de la grotte, quand la grotte démarre vers les galeries souterraines et la nappe phréatique, là, ça serait impossible, ça serait inenvisageable que je puisse faire ce que je vais faire aujourd'hui toute seule. Parce que ça serait trop dangereux. Et en plus de ça, je suis bien contente de pouvoir me dire que Julien sera là en bouteille au cas où il y a un souci. C'est la toute dernière plongée avant l'épreuve. Pour des raisons de sécurité, Aurore doit d'abord descendre à 15 mètres, avant de se lancer pour parcourir la longueur horizontale. Cette longueur qui seule compte pour le record. Un record que détient depuis 2011 la japonaise Ai Futaki, avec une distance de 100 mètres en apnée. Plongée dans l'obscurité, Aurore n'a qu'un repère, son fil d'Ariane, visible grâce à la petite lampe fixée sur son masque. I'm ok. C'est ma dernière plongée d'entraînement avant le record. Je suis contente parce que je commence à mémoriser un peu le trajet. Je vais pouvoir visualiser tranquillement après pour me préparer hors de l'eau, parce que je sais où je dois tourner, je sais comment est la grotte. J'ai vu mon ombre chinoise sur le mur, c'était hyper drôle. Cela fait des mois qu'Aurore prépare ce projet. Et c'est à Nice qu'elle s'est entraînée pour ce record. Nice, sa ville natale, où elle a commencé l'apnée et décroché ses premiers titres. En 2012, elle atteint 76 mètres en poids constant et devient vice-championne du monde par équipe. Mon premier souvenir d'apnée, j'étais assez petite. Ma mère a essayé de m'apprendre à nager et j'ai
fait un blocage. J'avais pas envie qu'on m'apprenne à nager. J'avais pas envie d'autorité dans l'eau, je pense. Et elle m'a mis dans les mains d'un maître nageur. Et là non plus, c'était non. J'avais pas envie d'apprendre à nager. En revanche, il avait trouvé une astuce. Il mettait la perche au fond de la piscine. Et ça, je me rappelle que j'adorais aller au fond de la piscine en me tirant sur la perche. Et à la surface, je m'accroche au bord. Voilà. L'année d'après, quand personne m'a demandé de nager, je suis allée toute seule dans l'eau et j'ai nagé du premier coup. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui me disait je suis bien sous l'eau et j'ai envie de faire ce que je veux dans l'eau. J'ai pas envie qu'on m'apprenne à nager. Et ensuite, une fois que j'ai su nager, c'était tout le temps en fait. Ici, à Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Aise. Et ensuite, il y a eu la Grèce, tous les étés. Avec mes frères, on attendait ça toute l'année. On mettait des croix sur les calendriers parce qu'on savait qu'on allait partir 3 semaines en vadrouille à travers toute la Grèce. T'as fait un peu d'apnée, toi, en Grèce, cette année, ou pas? Ouais, c'était génial. On a trouvé de nouvelles grottes. Et on a même croisé un bébé requin dedans un jour. Tu veux dire une petite roussette? Ou ouais. Comment c'était? On était avec Christophe et on a vraiment eu très peur. On était triste que tu sois pas là parce qu'on avait besoin de tes conseils. Mais... L'apnée, c'est vraiment un hobby familial. Notre maman, elle nous a vraiment tous initiés quand on était lors de voyages en Grèce ou en Corse, parce que ces dernières années, on y allait aussi. Et c'est vraiment une passion qu'on a en commun. On adore tout ce qui est faune sous-marine. Et on a avec Aurore surtout, parce que mes frères, c'est un peu plus chasse sous-marine. On a vraiment la passion de l'apnée, de pouvoir rester sous l'eau, tout ça. Et on en fait souvent ensemble, on adore ça. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique à partager. L'apnée, c'est d'abord le souffle, la maîtrise du souffle. Pour progresser, Aurore pratique le yoga yangar au centre de Christian Pisano. Elle y travaille une série de postures pour faciliter l'ouverture de la cage thoracique et la mobilité du diaphragme. Donc apprenez à laisser la respiration se diffuser, surtout diffuser l'expire. Prenez conscience de l'expiration, du débit de l'expire, prenez conscience de la fin de l'expire, prenez conscience de l'expiration qui rentre en suspension. Le mouvement de la palme sollicite les articulations qu'il faut assouplir. L'abdomen vers l'eau. Remplissez vos talons, la face voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Et inspirez, remontez. Donc ça vous permet de créer de la liberté dans les épaules, le trapèze, la zone dorsale. À mon avis, les techniques qu'elle devra utiliser, c'est justement des techniques qui vont lui apprendre à placer le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique et le diaphragme vocal. Une fois qu'elle aura compris dans ses poses à placer ces diaphragmes et surtout à augmenter certains espaces, une respiration cellulaire, ça pourra l'aider dans son art, dans sa discipline. Salut. Nico, c'est toi qui fais l'entraînement aujourd'hui? Ouais, on va partir en bi alors. Ouais. En échauffement, on va partir sur 4 x 50. 25 exercices au choix, donc ce qu'on a déjà pu faire les séances d'avant, et 25 apnées. Ah, super.
j'adore venir m'entraîner ici parce que la piscine est en plein air. Et été comme hiver, on peut nager sous le ciel, c'est vraiment super. Ces derniers entraînements, ils sont super importants parce que je pourrais pas avoir une piscine comme ça pour m'entraîner au Mexique. Dans le cénote, il n'y a pas de lumière, il y a des stalactites, tout ça, c'est un environnement assez stressant. Je peux pas travailler la technique dans le cénote, il faut que j'arrive prête pour pouvoir ensuite me concentrer et faire la distance. Mais tout le travail de préparation, il faut que je le fasse en piscine calmement. Donc je reste concentrée sur le mouvement, sur la technique. Et là, j'ai retourné nager. Bruno, de l'eau. La condition physique d'Aurore doit être optimale. T'as regardé? Alors, chaque sortie en mer est une occasion de s'entraîner. T'as regardé si c'est froid? Même une petite balade avec son ami d'enfance. Je vais juste mettre le thermos avant parce que ça va être froid après, je sais. Écoute, je pense qu'on va se diriger vers le cap de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il y a à peu près 1 kilomètre aller, donc 2 kilomètres aller-retour. Et c'est un peu la nage, c'est plutôt la danse de la tremblote en fait. Puisqu'il y a eu un coup de Mistral, elle est passée, je pense, de 17 à maintenant elle est à 14 degrés. Aurore, c'est une amie d'enfance, on se fréquentait pas trop et on s'est retrouvés 15 ans après avec une passion commune, la mer. Et Aurore faisait de l'apnée de façon professionnelle. Et on s'est retrouvés dans l'eau à nager et puis à parler de la mer. Je me détache un peu plus des compétitions. J'avais envie de faire un projet dans lequel je pourrais soudain faire un record, pas pour moi, mais pour l'environnement. Donc j'ai choisi un milieu naturel que je connais bien, qui est les cénotes. Et j'ai choisi de faire un record dans ce milieu naturel pour finalement utiliser ma voix en tant qu'apnéiste, en tant que réalisatrice de documentaires, pour témoigner de la beauté de ce lieu et finalement que le record soit qu'un porte-parole, un moyen de pointer du doigt un écosystème qui a besoin d'être protégé. Au Mexique, c'est le jour du record. L'équipe met en place le dispositif technique. Il comprend les plongeurs de sécurité autour de Luis. Sous l'eau, le juge officiel sera Olmo. À terre, il y a Maria Teresa de l'Organisation internationale d'apnée. Et enfin, un plongeur cartographe. Maria Teresa et Salvatore Peón, le notaire, mesurent la corde officielle, la pièce centrale pour la sécurité et la validité du record. Cette marque rouge, c'est le dernier record justement, 100 mètres. Julien indique maintenant l'objectif d'Aurore, 120 mètres. Je suis moi-même apnéiste et je peux te dire que 120 mètres, ça m'impressionne. Surtout sous une grotte. 120 mètres, c'est 2 piscines olympiques plus 20 mètres. Ah, t'imagines? En apnée, tu sais. C'est un plafond. Et sous plafond. Et sous plafond. C'est pas juste je fais une distance et puis quand j'en peux plus, je remonte. Là, il faut absolument qu'elle réussisse à faire la distance pour pouvoir remonter la surface. Isolement, concentration, dernière sensation. J'ai besoin d'un moment seul pour m'extraire de toute cette agitation, pour simplifier mes pensées. Je me prépare à la dernière inspiration. Je ressens maintenant que je n'ai plus peur. J'ai vraiment envie de plonger dans ce cénote. C'est comme si ma palme était vivante et qu'elle me disait « Viens, on y va ». Plongée, d'abord je me place, j'essaye de trouver un rythme lent, ample et en même temps puissant. À ce moment-là, je ne pense qu'au mouvement. Et à aucun moment, j'ai envie de respirer. Et ça, c'est vraiment des instants de grâce.
120 mètres. Aurore a réussi son pari et établit un nouveau record du monde. Non, super bien quoi. Super bien, elle va super vite. Ça c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle va. C'est 120 mètres, en plus c'est 120 mètres. Elle palme. Elle a pas arrêté de palmer quoi, tu vois, c'est pas... hop, j'y vais un petit peu, je glisse, j'y vais un petit peu. Non, à fond la caisse tout le temps. Donc non, c'est beau quoi. C'est beau comme repoir. En plus le lieu, l'endroit il est magnifique. Mexico baby. Avec ce record, Aurore peut désormais se consacrer tout entière à son objectif. La protection de cet environnement exceptionnel, un combat qu'elle partage avec Luis. La grotte du record appartient au plus long système de rivières souterraines du monde, Dos Oros Sacactún. Pour Luis Leal, plus qu'un site, c'est un symbole sur lequel il fonde son engagement pour la protection des cénotes. Regarde ça. C'est magnifique. Très joli. C'est un peu comme une bougie. Oui. Lorsque le niveau des eaux souterraines baisse, le sol de la jungle, fragilisé par l'érosion, s'effondre. Un puits naturel se forme et s'ouvre au réseau des eaux souterraines. Un cénote est né. C'est ça un effondrement? Oui. Tu peux voir ici comment le rocher est devenu de plus en plus fin avec l'érosion. Avant de s'effondrer, pour former un magnifique puits de lumière. Elles boivent? Ce sont des racines, non? Oui, elles boivent. Le cénote est relié à la jungle au-dessus. C'est la connexion entre la jungle et l'inframonde. Impressionnant, non? L'idée est d'attirer plus l'attention des gens et on va réitérer notre demande de protection au gouvernement mexicain. Mais pas pour tous les cénotes. Cette fois-ci, on va être moins ambitieux et demander, pour commencer, la protection d'un seul système. Pour se concentrer juste sur un? Oui, juste un. C'est le plus long. Avec plus de 300 km, Dos Oros Sacactún est le plus grand du monde. Si le gouvernement nous écoute et si on parvient à sensibiliser l'UNESCO et l'ONU, je pense qu'on réussira à obtenir la création d'un parc national pour la préservation des cénotes. Cela nous obligerait à prendre des mesures de développement durable. S'il faut plonger dans les cénotes pour en découvrir la beauté et la fragilité, c'est dans le ciel qu'il faut monter pour comprendre ce qui les menace. Urbanisation galopante, pollution, assèche et empoisonne les galeries du Yucatan. Alors, pour Aurore, au bout de son record d'apnée, une évidence s'est imposée. Je me suis lancée dans cette aventure et je suis vraiment très contente. Je suis portée par le fait que c'est une démarche que j'ai envie de continuer, à savoir utiliser l'apnée pour défendre l'environnement marin, pour défendre l'eau en fait.